On va continuer de parler du RN au Parlement européen, puisqu'en ce moment a lieu le procès des assistants parlementaires européens du Front National et 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate ont été requis hier contre Marine Le Pen, de quoi évidemment compromettre ses chances à la présidentielle 2027 si les peines étaient confirmées. Ça suscite déjà des réactions politiques. On voit ça avec Marion Delpech. 5 ans de prison et une peine d'inéligibilité requis à l'encontre de Marine Le Pen, qui pourrait voir ses ambitions présidentielles lui échapper. À la sortie de l'audience, la députée du Pas-de-Calais s'en prend au parquet. Une volonté du parquet qui est celle, en réalité, de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. L'accusation réclame plus précisément une amende de 300 000 € et 2 peines, 5 ans dont 2 de prison ferme aménageable, ainsi qu'une inéligibilité de 5 ans. Cette dernière serait assortie d'une exécution provisoire. Elle s'appliquerait donc immédiatement, même si Marine Le Pen fait appel. Je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. Notamment la réclamation de l'exécution provisoire qui frappe de manière, dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis. L'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'en est lui aussi pris à cette possible peine d'inéligibilité. Un soutien posté sur la plateforme X, pour le moins inattendu. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. Un point de vue opposé à celui de Xavier Bertrand. La démocratie, c'est aussi le respect de la justice. Et effectivement, dans les décisions que peut prendre la justice, il y a cette mesure. Et puis qu'on arrête avec le déni de démocratie que le Front National ne serait pas capable de présenter un candidat. Ils ont un candidat de rechange, il s'appelle Bardella, qui n'attend que cela. J'ai vu hier son tweet avec sa déclaration. Tout ça, c'est effectivement un grand numéro d'hypocrisie. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, dénonce, lui, un acharnement et une vengeance du parquet à l'égard de Marine Le Pen. On va évidemment parler des conséquences politiques et de l'aspect politique, mais d'abord une petite question, Benjamin, puisque elle a été, en tout cas les peines, puisque évidemment c'est pas une décision, mais elle prévoit une éligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire applicable immédiatement. Est-ce que c'est possible pour un parlementaire? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour un parlementaire, qu'est-ce que c'est l'inéligibilité? Ça a 2 conséquences. D'abord, vous ne pouvez pas vous présenter à une élection, ça tout le monde l'entend, c'est dans le mot. Mais également, ça implique une démission automatique de l'ensemble des mandats qui sont les vôtres. Si vous êtes élu local, maire, président de région, etc., vous ne l'êtes plus dès le moment où la peine est prononcée, sauf pour les parlementaires. Parce que séparation des pouvoirs oblige, eh bien vous demeurez parlementaire le temps de votre mandat. Toutefois, s'il y a une dissolution dans 8 mois, ce qui est possible, eh bien à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous représenter. Si jamais vous avez une élection présidentielle, par exemple en 2027, vous ne pouvez pas vous y présenter. Donc pour Marine Le Pen, si les réquisitions du parquet devaient être suivies, ça obère en effet la possibilité de redevenir député en cas de dissolution et de se présenter à une élection présidentielle si l'appel et le résultat de l'appel eh bien, ne sont pas rendus avant les élections présidentielles notamment. Donc politiquement, on va parler de la présidentielle, mais politiquement, ça change aussi un peu les choses, puisque Marine Le Pen, elle faisait planer sur Michel Barnier la menace d'une dissolution. Si la peine est confirmée, elle n'a du coup politiquement plus aucun intérêt à ce qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée, à titre personnel. Déjà, est-ce qu'elle y a intérêt aujourd'hui? C'est pas tout à fait évident, parce qu'elle a un groupe qui est le groupe le plus important de l'Assemblée nationale, il y a l'argent qui va avec, elle est dans une position charnière. Donc, a-t-elle vraiment intérêt à une dissolution quand bien même il n'y aurait pas de peine d'inéligibilité? Ça reste à voir. Pour le coup, elle y aurait en effet encore moins intérêt, parce qu'elle pourrait avoir plus de députés potentiellement, mais elle-même ne pourrait plus être présidente de groupe. Or, ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est quand même d'être présidente de groupe, alors qu'elle a donné le parti à Jordan Bardella. Donc pour cette raison-là, en effet, ce ne serait pas forcément une trop mauvaise nouvelle pour Michel Barnier. Après avoir, ce sont les réquisitions du parquet. La Cour n'est pas contrainte de suivre, d'autant que l'application de la loi Sapin, c'est vrai, s'applique. Loi Sapin qui rend l'inéligibilité automatique, mais qui en fait s'applique vraiment à la marge par rapport au délai du procès. C'est-à-dire que la loi c'est 2016 et on a des comptes qui traînent jusqu'en 2017. Donc déjà, on a quand même un sujet d'application, ça se joue à quelques mois. Est-ce que vraiment le juge voudra, au vu du contexte politique de l'affaire, eh bien, prononcer l'inéligibilité à ce point dans ce cadre-là? Il y a loin de la coupe aux lèvres, on verra en février.
Ouais, on verra évidemment. Évidemment, c'est pas encore une décision, mais est-ce que néanmoins, les peines qui sont requises, c'est un coup dur pour Marine Le Pen politiquement parlant? Énorme, sincèrement. Enfin, d'ailleurs, il suffit de voir. C'est assez étonnant, d'ailleurs, les réactions politiques, je trouve, notamment celle de Gérald Darmanin, par exemple. On ne s'attendait pas forcément à ce type de réaction, avec même un procès, quelque part, d'une justice qui serait politique. Quand même assez étonnant. Hein. Juste, on va le dire, on va préciser, oui. Gérald Darmanin qui a fait un tweet pour dire il serait choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible. Combattre Madame Le Pen, ça doit se faire dans les urnes et pas ailleurs. Exactement. Bon, c'est un coup dur évidemment pour Marine Le Pen. On l'a vu d'ailleurs hier. C'est rare de voir Marine Le Pen avec cette tête. Hein. Celle qu'on a vue hier est assez inédite. On l'a vue assez défaite, assez dépitée même par ce réquisitoire. Il faut dire que l'accusation en face est féroce parce que cette affaire est quand même très grave. Il faut le dire pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Enfin, c'est quand même le juge a quand même mis à jour un système systémique avec une Marine Le Pen qui serait vraiment la chef d'orchestre de ce système depuis des années. Hein. Ça serait entre 2004 et 2016. Marine Le Pen ayant pris la tête du parti en 2011. Et en fait, la magistrate explique qu'en réalité, ça s'est accéléré lors de son arrivée à la tête du parti. Et puis avec Patrick Maisonneuve, donc, qui représente les intérêts du Parlement européen, qui a quand même mis à jour des choses assez, faut bien le dire, assez grotesques. Quand il explique, par exemple, que Julien Audoul, qui est censé être donc porte-parole du RN, censé être en place depuis 4 mois, a fait un mail à Marine Le Pen en lui disant « J'aimerais bien connaître le Parlement européen et ça me permettrait de faire connaissance avec les députés avec lesquels je suis rattachée ». Ça pose quand même un petit sujet. Ou quand on voit par exemple un Nicolas B qui n'a aucune preuve, d'ailleurs il n'y en a pas, en fait, c'est ça aussi le souci en ce dossier, qui n'a pas de preuve de travail effectif. Et donc à chaque fois, évidemment, c'est la revue de presse qui est mise en avant et qui reconstitue a posteriori une revue de presse. Ou la sœur de Marine Le Pen, Yann Maréchal, je vous vois sourire, mais c'est assez dramatique, hein, sincèrement, qui en fait dit ça va se voir quand on lui propose de devenir l'assistante parlementaire de sa sœur. Il y a quand même là, si vous voulez, la mise à jour d'un système qui a été mis en place pendant des années au profit de l'intérêt du parti de Marine Le Pen, mais aussi, et c'est ce que met à jour aussi ces attendus, au profit aussi de l'intérêt personnel de Marine Le Pen et de ses proches. Donc évidemment que ça pose quand même une vraie question de légitimité, mais aussi d'exemplarité. C'est quand même 4,5, on parle quand même de 4,5 millions d'euros de préjudice pour le Parlement européen. Et puis, dernière chose, Jordan Bardella, évidemment, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure à Benjamin, se prépare. Il est en pleine campagne, si j'ose dire, pour la promotion de son livre dans lequel, en fait, il prépare déjà, en fait, l'après Marine Le Pen. Donc, évidemment... Donc, il n'y aura pas de conséquences pour le RN, pour vous, pour 2027 ? Il y en aura pour Marine Le Pen, mais pas pour le RN ? Il y aura une conséquence pour le RN, parce qu'en fait... Il me semble quand même que les deux ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que, quand même, Jordan Bardella, dans ce livre, est en train de dérouler un programme qui a quand même quelques dissonances avec la ligne édictée jusqu'à présent par Marine Le Pen. Et donc, il me semble qu'il risque quand même d'y avoir quelques fritures, si j'ose dire, sur la ligne, au sein même du parti, et peut-être même une fracture à un moment donné, parce que c'est pas exactement la ligne. Je pense à, par exemple, l'anti-américanisme, je pense, par exemple, à Vladimir Poutine, je pense à la stratégie qui est celle de Jordan Bardella, qui n'est pas forcément celle de Marine Le Pen, d'allier la bourgeoisie de droite ultra-conservatrice avec les classes populaires et moyennes. Donc, il y a plein de choses là qui sont en train de se dessiner à travers ce livre, qui ne sont pas exactement dans la droite lignée de Marine Le Pen. Un dernier mot là-dessus, Benjamin ? Attention, encore une fois, ce sont que des réquisitoires. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'est pas enterrée pour 2027 à ce stade-là. En effet, par contre, la ligne Bardella, c'est pas la même que la ligne Le Pen, et l'électorat potentiel n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une répartition des rôles. À Jordan Bardella, la séduction d'une droite plus classique, hein, qu'il qualifie lui-même dans son livre d'orléaniste, en gros la bourgeoisie, les retraités, et à Marine Le Pen, la mobilisation des classes populaires qui représente encore, et probablement de manière structurelle, la grande force du RN, tout bêtement parce que elles sont plus nombreuses. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que le RN peut tutoyer les 30, 35, 40%. Donc si vous perdez Marine Le Pen, il n'est pas certain que Jordan Bardella représente le même équilibre électoral. Il n'est pas certain qu'il draine ces catégories populaires. Il n'est pas certain non plus qu'il incarne aussi bien pour cet électorat quelqu'un qui peut accéder à l'Élysée. C'est-à-dire que les deux candidats ne sont pas fondamentalement substituables. Et que fait Gérald Darmanin, justement ? Gérald Darmanin veut incarner aujourd'hui une ligne droite sociale. Il dit à cet électorat, regardez votre candidate. Si elle est inéligible, vous allez être mécontent,
moi je la défends. Donc plutôt que d'aller voter Bardella, n'oubliez pas que je suis là. Donc là, en effet, ça risque, si jamais elle était inéligible, d'être un peu le bal des charognards. On va parler du budget, puisque ça y est, on en sait un peu plus sur ce que va faire le Sénat. C'est au tour de la Chambre haute de se pencher sur le budget. Lorraine, après son rejet à l'Assemblée. Oui, en effet, le texte revient à sa version initiale, celle du gouvernement. Les sénateurs vont donc retravailler le texte. Alors, à quoi s'attendre? Eh bien, hier après-midi, en conférence de presse, Jean-François Husson, le rapporteur général du budget de la Chambre haute, a souligné la nécessité de faire davantage d'efforts sur les dépenses publiques, de redresser la barre rapidement. Et il a donc détaillé les axes de travail. Je propose 4 grands axes d'amélioration. Réduire davantage les dépenses de l'État, refuser la taxation en ajustant les trajectoires de la fiscalité touchant le gaz et l'électricité, lutter plus efficacement contre la fraude et regarder de quelle manière les collectivités locales participent à des efforts de redressement de nos comptes publics. Alors, comment le Sénat compte s'y prendre? Eh bien, 2 objectifs. Déjà, conserver la cohérence du texte et redresser les finances publiques. Une seule méthode. La méthode, c'est renforcer les économies pour limiter les hausses de taxes. Alors, le Sénat a soumis 28 amendements pour un total de 4 milliards d'euros supplémentaires. Les subventions sur l'apprentissage vont être réduites, le SNU supprimé, l'AME resserré, un jour férié supprimé, ou plus précisément 7 heures de solidarité. Et puis, le Sénat va compenser par exemple la suppression de la hausse de la taxe sur l'électricité dont la Chambre haute ne veut pas, évaluée tout de même à 3,4 milliards d'euros, par un léger rehaussement de la fiscalité portant sur le gaz. Et puis du côté des collectivités, les 5 milliards d'économies que le gouvernement réclame au territoire suscitent des inquiétudes. Et Jean-François Husson veut amoindrir cet effort. Catherine Vautrin, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, assure auprès des sénateurs, ça c'était hier soir, que le gouvernement se montrera ouvert aux aménagements. On l'écoute. Dans les éléments, effectivement, la déclinaison des 5 milliards, je l'ai dit tout à l'heure en répondant à une question au gouvernement, je le redis, vous savez tous la manière dans laquelle ce budget a été construit, et le budget qui va arriver devant vous maintenant est un budget qu'on considère comme étant une version 0, puisque nous repartons du texte initial du gouvernement, et le gouvernement a fait part de sa volonté de l'amender et de travailler. Alors Lorraine, quid du gel de la revalorisation des pensions de retraite? L'accord entre Michel Barnier et Laurent Wauquiez est-il du goût des sénateurs? Eh bien, en effet, la décision de renoncer au gel de la revalorisation des pensions de retraite, c'est un recul du gouvernement annoncé par Laurent Wauquiez en début de semaine. Un accord avec la droite, donc, l'objectif étant de trouver à la fois un équilibre entre préserver les petites retraites et participer à l'effort collectif. Ça, c'est le sénateur Philippe Moulier, le président LR de la Commission des Affaires sociales, qui nous le disait hier. Un compromis qui reste donc à travailler, et le Sénat sera à la manœuvre sur cette proposition qui permet aux pensions d'être revalorisées de la moitié de l'inflation dès le 1er janvier, avec un second rattrapage 6 mois plus tard pour les plus petites retraites. Mais la gauche sénatoriale minoritaire entend élargir cette mesure à l'ensemble des retraites. Écoutez. Le prix de l'alimentation va augmenter, le prix du logement va augmenter, donc il faut impérativement qu'on maintienne le pouvoir d'achat. C'est pas donner du pouvoir d'achat supplémentaire, c'est maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Alors le Sénat examine le budget de la sécurité sociale à partir de la semaine prochaine en séance. Quant au projet de loi de finances, les discussions débuteront le 25 novembre et se termineront le 12 décembre, avant l'adoption définitive du texte par le Parlement. Et faute de majorité, il faut le savoir, la grenade du 49.3 sera certainement dégoupillée à l'Assemblée nationale. Merci Lorraine. Des discussions qui vont être moins agitées au Sénat qu'à l'Assemblée, Benjamin. A priori, vous savez, le Sénat est civil, le Sénat est civilisé. Et le Sénat est de droite, c'est plus facile à expliquer. Et le Sénat est de droite, avec un accord avec le centre. Bref, le socle commun, ici, fonctionne un peu mieux. Mais attention tout de même, c'est-à-dire qu'il y a 2 dangers pour Michel Barnier. Le premier danger, c'est que la CMP échoue. Si la commission mixte paritaire échoue, qu'est-ce qui se passe? Reset sur le budget. C'est-à-dire que normalement, le dernier mot, on le donne à l'Assemblée sur son texte. Là, il n'y a pas de texte de l'Assemblée, donc c'est un peu risqué le pari sénatorial de Michel Barnier. L'autre risque, c'est qu'en effet, les députés n'ayant pas pu toucher le texte, eh bien, en effet, ça passe en dernière lecture par 49,3 à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, vous avez des députés RN qui se font, excusez-moi l'expression, engueuler en circonscription parce qu'ils avaient promis Bardella et du pouvoir d'achat, et il y a Barnier et un budget d'austérité. Et donc, pourquoi ne censurez-vous pas ce gouvernement, qui plus est
avec une montée des tensions sociales, etc. Donc c'est tout de même espérer, parce qu'en effet Marine Le Pen est empêtrée dans son procès, etc., que le RN n'ait pas intérêt à censurer à ce stade-là et décide de considérer que voilà, il n'y a aucun intérêt pour lui. Mais les pressions risquent d'être très très importantes et il n'est pas évident que cette censure ne passe pas à l'Assemblée nationale. Des motions de censure de la gauche votées par le RN, il y en a déjà eu durant la dernière législature. Donc cette situation-là, aujourd'hui, fait que Michel Barnier est un peu dans une logique assez kamikaze. Ça passe ou ça casse. Il pense que ça va passer. On peut espérer que ça passe. Mais il y a quand même des chances extrêmement... Enfin, pas tout à fait nulles que ça casse. Tatiana. Moi, je trouve que ce qui est symptomatique quand même dans tout ça, c'est que ça a montré la fragilité, en fait, de ce fameux socle commun. D'ailleurs, certains, je pense par exemple à Éric Woerth, certains députés s'amusent en disant en fait, il n'y a pas dans ce socle, il n'y a pas de commun, il n'y a même pas de socle en fait. Et c'est un peu quand même ce qu'on constate, et vous évoquiez tout à l'heure l'annonce faite par Laurent Wauquiez. C'est quand même assez incroyable, enfin, c'est assez lunaire même, pardon, mais de voir un simple député, même s'il est président du groupe de la droite républicaine, faire une annonce aussi importante en lieu et place du ministre de l'économie ou même du Premier ministre, ça pose quand même une vraie question là sur ces alliés de circonstance, on va dire. Donc évidemment qu'il y a une question qui va se poser sur la cohésion de cette majorité toute relative à l'Assemblée nationale. Évidemment qu'au Sénat, ça va être beaucoup plus simple pour Michel Barnier, parce que vous le disiez, il y a une majorité de droite. Mais cela dit, il y a aussi des prises en considération qui sont un peu dissonantes, parce que par exemple, les 5 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités territoriales, c'est un vrai sujet pour les sénateurs. On voit qu'il y a une bronca qui monte depuis plusieurs jours, même semaines, de la part des élus locaux, de la part des élus départementaux. Il y a le congrès des maires qui arrive là dans quelques jours. Et ça va être un vrai sujet pour les sénateurs qui sont tout à fait conscients de l'importance sur les territoires des services publics, de l'accès à des services publics de qualité et du quotidien de ces Français qui, chaque jour, considèrent qu'ils pâtissent justement du problème de ce budget. Merci à tous les deux. On regarde à la une ce qui est à la une de nos quotidiens régionaux, tout de suite avec Lorraine. Ce qui fait l'actualité dans nos journaux régionaux, c'est le regain de colère du monde agricole. Oui, le Courrier Picard et le Dauphiné Libéré consacrent leur une sur cette colère prête à déborder et exposent les revendications des agriculteurs qui restent les mêmes que l'hiver dernier. L'État avait promis des simplifications et des aides dès janvier 2024, mais les élections européennes et puis surtout la dissolution de l'Assemblée nationale ont laissé un vide politique, si bien que la colère n'est pas apaisée. La FNSEA annonce des actions dès le début de la semaine prochaine. Du côté du Bas-Rhin, on va même plus loin puisque le Dauphiné Libéré assure que l'Alliance FNSEA-JA a promis une mobilisation allant jusqu'à la mi-décembre. Colère et tension chez les agriculteurs, tension également autour du match ce soir entre France et Israël. Oui, en effet, une semaine après les violences antisémites qui ont visé les supporters israéliens à Amsterdam, le match de Ligue des Nations France-Israël ce soir au Stade de France qui va se dérouler dans un climat de haute tension. Ligue des Nations France-Israël, bien plus qu'un match, titre le Républicain lorrain. Et puis les mots de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, la rencontre va se dérouler dans un contexte pesant étendu pour ces joueurs. Le dispositif de sécurité a été largement renforcé autour du Stade de France, mais aussi dans les rues de la capitale. Résilience et courage, c'est la une de Paris-Normandie. Oui, avec le témoignage de Nicolas Maillard-Rossignol qui lutte contre un cancer de la vessie depuis 2 ans. Il vient seulement de l'annoncer. Le maire de Rouen a 47 ans qui a déjà subi 3 opérations. Il doit être suivi régulièrement jusqu'à pouvoir enfin être sorti d'affaires. Nicolas Maillard-Rossignol se dit soutenu et aimé, ce qui l'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Il précise avoir continué le travail malgré les traitements. Je cite, « Est-ce que j'ai réduit la voilure ? Non, au contraire, ça me motive encore plus. Ma maladie a décuplé mon engagement. » Et l'actualité internationale qui intéresse la presse régionale. Oui, encore et toujours l'actualité outre-Atlantique et l'élection de Donald Trump. La menace Trump titre La montagne et le populaire avec cette question, quel est l'impact, quel sera l'impact de la politique de Donald Trump, notamment sur les droits de douane ?
Autre inquiétude, cette fois de la dépêche, concernant la guerre en Ukraine, qui rappelle que le futur président américain a promis de régler le conflit en 24 heures, mais son plan de paix reste encore flou. Et puis une image, celle de l'Union, qui est en une de l'Union, ce nouveau bureau pour Donald Trump. C'est un fabricant de meubles de laine il a reproduit le Resolute Desk, direction la résidence en Floride de Mar-a-Lago de Trump pour ce meuble, donc made in France. Voilà, on termine par cette dernière image. Merci Lorraine, merci beaucoup, merci Benjamin, merci Tatiana. Benjamin, on regarde votre livre qui parle évidemment du Parlement. Évidemment. C'est à lire, ça va sans dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à tous les deux. On se retrouve demain depuis Angers où se tient le congrès des départements de France, émission spéciale à suivre. Très bonne journée, à demain.